Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance numéro 3. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Pâques en famille. Dans cette séance 3, nous allons retravailler sur la scène d'exposition. Vous allez voir que je vais réutiliser ce que vous avez fait sur les drives pour vous montrer comment il faut bien interpréter, citer, analyser. La plupart d'entre vous l'ont très bien fait. Mais avant tout, ce que je vous demande de faire, donc vous allez devoir arrêter la capsule avant d'aller plus loin, ou alors vous avez tout à fait le droit de le faire en fin de séance, peu m'importe. Je vous demande de vérifier votre lecture des parties 1 et partie 2, donc ça veut donc dire qu'il y aura d'autres tests à venir, de l'œuvre Incendie. Sachant que je vais vous faire travailler donc sur la partie incendie de Nawal et incendie de l'enfance. Donc les questions portent sur les deux premières parties. Vous pouvez garder sous le coude si vous voulez votre texte au cas où. Vous allez avoir 10 minutes pour réaliser le test qui se trouve sur Pronote. Donc je vous demande d'aller soit sur le cahier de texte, soit sur vos devoirs, puisque j'ai mis le lien du test à deux endroits. Sur la date du jour, c'est-à-dire que les devoirs sont pour aujourd'hui et le cahier de texte est rédigé pour aujourd'hui. Vous faites le test, donc vous allez sur le cahier de texte, vous faites le test. La note obtenue n'est qu'indicative, donc ça veut dire que si vous avez envie, je vous la compterai dans votre moyenne à un tout petit coefficient. Si vous n'avez pas forcément envie, je la laisserai comme ça. Le but, c'est que vous vérifiez et vous corrigez votre compréhension de l'œuvre. Et d'ailleurs, à ce titre, une correction sous la forme de bonne réponse, en fait, est donnée juste à la suite de chaque question. Donc, vous ne pouvez pas avoir de doute dessus. Voilà. Ça, c'est pour l'activité que je vous demande de faire en préambule ou alors à la toute fin. Pour faire cette séance, vous avez besoin de la séance 3 que vous avez sous les yeux, mais vous avez aussi besoin du texte de la dernière fois, puisqu'on va prolonger votre travail, celui que vous avez fait la dernière fois, ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'abord de valoriser vos travaux et de vous expliquer ce qu'on va faire dans cette séance. Le but de cette séance est d'aboutir à un plan de commentaires. Sachant que là, nous ne travaillons pas sur la poésie, mais nous travaillons sur du théâtre. Donc évidemment, je vais m'appuyer sur les connaissances qu'on a mises en place durant la séance 1 et la séance 2 pour avancer sur ce commentaire littéraire. Donc premièrement, reprenons l'étude de la scène d'exposition à partir de cette nouvelle proposition. Je n'ai bien sûr pas pu reprendre les propositions de tout le monde, vous m'en excuserez, mais je pense que vous saurez vous reconnaître puisque j'ai essayé de prendre dans la classe de seconde 2 et dans la classe de seconde 8, et puis il y a des choses qui se sont du coup retrouvées. Donc vous prenez votre texte de séance 1, ou séance 2 plutôt je crois. Ensuite, je vous rappelle les problématiques auxquelles j'ai pensé pour ce commentaire littéraire. À la lecture de la scène d'exposition, j'ai pensé à deux problématiques, dont une très large se trouve au début de votre cours, puisque je l'ai mis en titre de séance. Donc en première problématique, on pourrait envisager quel rôle joue la scène d'exposition d'incendie de Wajdi Mouawad, ou autre problématique, en quoi Mouawad propose une scène d'exposition originale. Vous allez voir que je vais retenir plutôt celle-ci, puisque en fait généralement quand on fait un commentaire littéraire, on révèle ce que le texte a de particulier. Mais une problématique comme celle-ci aurait tout à fait valable. Donc du coup, qu'est-ce que je vous ai fait faire en réalité? Je vous ai fait travailler sur un axe, tout simplement. Puisque moi j'avais déjà en tête la façon dont on allait travailler le texte. Et du coup, pour une problématique comme pour l'autre, je vous ai rédigé deux types d'axes possibles dans lesquels entre le travail que nous avons réalisé ensemble, que vous avez commencé à réaliser. Donc pour la première problématique qui est quel rôle joue la scène d'exposition d'incendie de Mouawad, moi j'avais pensé en axe possible répondant à cette problématique, une scène d'exposition qui maintient le lecteur dans une forme de doute, de suspense quant au registre de la pièce, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu en fonction d'une scène d'exposition le fait d'attirer l'intérêt et de faire en sorte que le lecteur se pose des questions ou le spectateur se pose des questions
pour poursuivre la lecture du spectacle ou la lecture de la pièce. Dans le même sens, pour la deuxième problématique, je l'ai formulée un petit peu différemment, mais on mettrait exactement les mêmes choses que ce que vous avez révélé. Une scène d'exposition qui donne à l'œuvre la sensation d'être inclassable dans son registre. D'où l'idée que c'est une scène d'exposition originale. Voilà. Donc nous allons travailler plutôt avec cette idée-là. D'accord ? Donc vous allez voir que je vais commenter vos travaux, qui sont la plupart bons, et on va contribuer à nourrir cet axe-là, d'accord? En travaillant, vous avez très bien vu, hein, le registre tragique. Ah bah tiens, a priori c'est une pièce plutôt, une scène d'exposition tragique, donc on a affaire à une pièce tragique. Ah mais il y a aussi d'autres registres, comme le registre pathétique. Bon, après tout, c'est pas surprenant, puisque dans le registre pathétique, eh bien, le registre pathétique peut venir adosser ou supporter le registre tragique, mais c'est assez étrange et c'est pour ça que ça désappointe le lecteur. On trouve aussi le registre comique. Vous voyez déjà que j'ai mon A, mon B, mon C qui apparaîtraient déjà pour mon axe. Voilà. Mais un axe, ça ne suffit pas. Donc je vais aussi travailler toute seule. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait pour rédiger un autre axe. Je vous demande de bien vouloir tourner la page, s'il vous plaît. Bon, voilà, j'ai capté vos travaux. Vous voyez même vos prénoms. Je trouvais que c'était sympa parce que du coup, ça donnait un peu d'intérêt et d'interactivité au cours. On me dit, ah tiens, elle a pris mon travail. J'essaierai de prendre différents élèves les prochaines fois. Donc vous voyez que nous travaillons sur cet axe-là, d'accord, une scène d'exposition qui donne à l'œuvre la sensation d'être inclassable dans son registre et donc qui surprend le lecteur et donc qui donne au lecteur l'envie d'aller poursuivre, évidemment, hein, c'est l'objectif. Et du coup, dans cette partie-ci, vous avez travaillé plutôt sur le registre tragique. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai aussi demandé de travailler sur d'autres registres. Certains d'entre vous ont retrouvé le registre pathétique, sachant que l'un vient compléter l'autre. Ce ne sont pas des registres opposés. Donc on pourrait par exemple faire un petit A, le plus facile, registre tragique. Désolée, j'ai pris le mauvais stylo. Donc petit A, registre tragique. Petit B, registre pathétique. C'est pas très surprenant qu'on trouve les deux. Et du coup, après, il y en a qui sont allés plus loin et qui m'ont carrément trouvé le registre comique. Et ça serait le petit C de l'axe sur lequel on est en train de travailler. Voilà. Pour l'instant, vos remarques sont dans le désordre, d'accord? Le travail de planification va venir après. Donc déjà, on va simplement regarder ensemble ce qui fait la validité de vos remarques, hein. Le but était de travailler sur le registre tragique principalement, et puis certains d'entre vous ont révélé le registre pathétique. Donc Agathe, par exemple, a relevé: quand elle est morte, il pleuvait. Je ne sais pas, ça m'a fait beaucoup de peine qu'il pleuve dans son pays, il ne pleut jamais. Elle n'a pas travaillé sur le registre tragique, elle a travaillé sur le registre pathétique dans le deuxième tableau. Donc, elle me dit que c'est un registre pathétique, ça c'est son analyse, elle a raison. Enfin, c'est plutôt le début de son argument en réalité, hein. Et elle explique, hein, donc elle va donner l'explication de la citation. Hermile affirme avoir de la peine, ce qui attire la pitié envers lui. Et puis, il est nostalgique dans la mesure où il se rappelle du pays natal de Nawal, dans lequel il n'est jamais allé. Mais comme il a beaucoup conversé avec Nawal, il y a comme une sympathie de Hermile pour Nawal, ce qui crée pour la figure de Nawal une certaine forme de pitié. Qu'est-ce que c'est que le registre pathétique? C'est aller dans la souffrance de l'autre. Pathos, ça veut dire souffrir. Donc quand c'est pathétique, c'est qu'on souffre avec l'autre. Et avoir de la sympathie pour quelqu'un, c'est souffrir avec lui. Sum pathos. Donc tout ça est cohérent dans ce qu'elle propose. D'accord? Elle n'a fait que des relevés généraux, hein, c'est un gros relevé. Ce que j'attendrais davantage encore, ce serait qu'elle soit plus précise dans son relevé. Par exemple, et certains l'ont fait, hein, l'insistance sur la pluie, d'accord, ça pourrait mettre en évidence la peine, la pluie caractérisant peut-être la tristesse, etc. D'accord. Donc là, dans le travail d'Agathe, il y a encore un tout petit travail de sélection plus précise de la citation à faire.
Ensuite, Élise nous propose, elle détruit toutes ses promesses et elle fait un travail précis ici, Élise, puisqu'elle va commenter le elle. Elle va nous dire que ici on a une personnification qui renvoie à la mort et en plus elle commente le tout qui est hyperbolique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que la mort est extrêmement destructrice, pas uniquement pour la seule personne qui meurt, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc en mettant en avant la mort, on s'inscrit dans le registre tragique. Donc ça, la remarque d'Élise, avec sa personnification, nous permet de rentrer dans le A. Ensuite, Margot nous dit le malheur qui vient de frapper. Cette citation annonce au spectateur ou au lecteur que quelque chose de grave vient de se passer. Donc on est tout de suite dans quelque chose de sérieux. Je pense que le travail de Margot aurait mérité un peu plus d'approfondissement, même si c'est juste ce qu'elle propose. Parce qu'elle pourrait aller plus loin. Malheur, elle pourrait faire un travail étymologique dessus. Le malheur, étymologiquement, c'est la mauvaise heure. Or, heure, ça veut dire la fortune. Mauvaise fortune. Comme si c'était le mauvais destin. Et donc, dans le terme malheur, plus le terme frapper, c'est quelque chose de soudain, frapper, on a l'idée de destin. Comme on a l'idée de destin, eh bien on a l'idée de tragique. Voilà comment, avec un simple travail sur le sens des mots, en étant très près du mot, eh bien on arrive à dégrossir quelque chose qu'on avait pressenti, parce qu'elle l'a pressenti, mais elle n'a fait que le pressentir. Donc à nouveau, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être très 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 précis dans le travail d'analyse. Ensuite, Lucille nous propose le relevé de un mal nécessaire. Un mal nécessaire, évidemment, elle a raison. Elle a vraiment fait une analyse précise. Ça annonce la mort, la souffrance. Et nécessaire, ça veut dire que la mort est une forme de souffrance qui est obligatoire. Donc ça renvoie à nouveau à l'idée de fatalité et donc la notion de destin et donc de tragique. Elona nous propose la mort, ça ne se prévoit pas, la mort, ça n'a pas de parole, elle détruit toutes ses promesses, on pense qu'elle viendra plus tard, puis elle vient quand elle peut, quand elle veut. Alors, effectivement, elle a raison, on trouve la répétition du terme mort. D'accord? Et cette répétition, si on pouvait aller un peu plus loin, quand on a une répétition, regardez en tête de phrase, comme ça, c'est ce qu'on appelle une anaphore. D'accord? Et ça donc, ça crée une mise en valeur assez négative ici, mais ça crée une mise en valeur du thème de la mort et donc du tragique. Okay. Elle propose aussi d'autres formes d'analyse. Elle nous renvoie au champ lexical de la mort. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de relever dans ce même relevé, même au-delà, tous les termes qui renvoient à la mort. Parce qu'il y a effectivement mort, mais ensuite il y a détruire. Et je pense qu'on pourrait prolonger dans le reste du texte. Et puis, on nous parle de personnification de la mort, ce qu'on avait déjà entendu avec le travail d'Élise, qui est juste. Oui, mais que vas-tu en faire, en fait, Elona, de ce travail-là? Qu'est-ce que ça te permet de dire? C'est une personnification de la mort. Ça veut donc dire qu'il y a une mise en valeur de la mort, ou une mise en évidence, tout du moins, de la mort. Donc, les trois analyses sont intéressantes, méritent d'être un tout petit peu développées pour atteindre à nouveau la notion de tragique. Nolan nous propose, la mort ça ne se prévoit pas, la mort ça n'a pas de parole. Donc du coup, regardez, il a fait le travail un tout petit peu plus précisément. Anaphore du mot mort, d'accord. Et puis, il dit qu'il y a aussi une répétition, 2 fois, de j'aimais votre mère. Et donc du coup, ça renvoie à la tristesse d'Hermile. Il a tout à fait raison. Et il termine avec un registre pathétique. Il a raison.
c'est-à-dire qu'on entend les sentiments de Hermine Lebel, et donc du coup on compatit avec lui. Il renvoie aussi aux circonstances qui ont encadré la mort de la mère de Jeanne et de Simon. Et il évoque la météo, d'accord. Et à juste titre, Nolan nous dit que le fait qu'il pleut renvoie sans doute à la tristesse, d'accord. La même tristesse qu'on retrouve dans J'aimais votre mère à l'imparfait. Peut-être que Nolan aurait pu aller plus loin en révélant le fait qu'il utilise un temps du passé. Donc ça veut dire que cette possibilité d'aimer n'est plus, d'accord. Donc il y a deux choses dans le travail de Nolan, évidemment, la mise en évidence de la mort et donc du tragique. Et puis on a le pathétique aussi, qui est mis en évidence par l'évocation des sentiments de Hermile et puis la symbolisation, la symbolique de la pluie au moment du décès de la mère de Jeanne et de Simon. Ensuite, nous avons le travail de Marine, qui elle a développé le champ lexical de la mort, à juste titre. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée de stylo. Voilà. Et là, pour le coup, elle nous a fait un relevé hyper précis. C'est ça que j'ai apprécié dans son travail. C'est que là, le relevé est net. D'accord. Malheur, morte, peine, testament. Évidemment, tout ça, ça renvoie à la mort. Donc, c'est très juste de dire que du coup, cela nous met alors directement dans le tragique. D'accord. Et ça fait comprendre aux spectateurs qu'on évoque un décès et donc la tragédie de l'existence. Ok. En plus, elle évoque, donc autre élément, elle utilise l'évocation de plusieurs phrases faisant référence à la mort. Moi, j'irai un tout petit peu plus loin, parce que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais l'ont pressenti. Le malheur qui vient de frapper, la mort, ça ne se prévoit pas, elle détruit toutes ses promesses. Allez, je peux laisser de côté la première, mais sur ces deux-là, il serait intéressant d'aller regarder le temps des verbes, et on a justement un verbe au présent de l'indicatif, des verbes au présent de l'indicatif. Et le présent de l'indicatif, une des valeurs du présent de l'indicatif, c'est d'exprimer des vérités générales. Et ça, c'est intéressant pour deux raisons. Parce qu'on voit que notre texte réfléchit à la portée de l'existence, ça réfléchit à la mort, ok. Mais aussi, ça nous permet de réfléchir sur le personnage d'Hermine Lebel, qui peut dire des choses complètement anecdotiques, et puis après, qui peut dire des choses très vraies et profondes sur la mort. Donc, ça renvoie aussi à l'ambivalence du personnage. Donc, ça, si on relevait ces phrases-là, et qu'on faisait une vraie analyse des verbes, ça nous permettrait de montrer le côté très sérieux de Hermine Lebel, voire le côté un peu devin, comme si Hermine Lebel était un personnage qui est très connu dans Oedipe Roi, pièce de laquelle s'est inspiré notre auteur, vous l'avez précisé, notamment d'un personnage qui s'appelle Tirésias, qui est un homme aveugle, un vieillard, qui guide, c'est assez bizarre de le dire, il guide Oedipe et il dit des vérités. Voilà, c'est un grand sage. Donc c'est assez étrange de voir que Hermine Lebel est à la fois comique et peut se présenter sous la forme d'un grand sage. Vous voyez. Donc plusieurs choses intéressantes ici dans le travail de Marine. Quelque chose qui nous renvoie au registre tragique. Et puis, alors, sur Hermine Lebel, on a la figure de Tirésias, qu'on pourrait dire, et donc ça nous fait rentrer dans le tragique. Ça, vous ne pouviez pas le deviner, c'est avec un peu de culture qu'on peut avoir ça, d'accord. Donc Tirésias, c'est le devin de la tragédie d'Oedipe, et ça nous renverrait aussi à l'ambivalence du personnage. On pourrait étudier ces citations pour deux raisons. Enfin, Lilou a travaillé sur les deux, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, elle a travaillé sur les deux éléments, elle a travaillé sur la tragédie, et puis elle a travaillé aussi sur le comique. Donc on va sectionner son travail en deux, ça vous dérange pas, tac, comme ça c'est fait.
Bon, le travail de Lilou est intéressant parce que vous voyez qu'il se raccroche un petit peu au travail qui a été fait plus haut par Marine, avec ces phrases en fait qui font revenir l'anaphore du mot mort. Elle a utilisé pour mettre en évidence l'effet tragique, le registre tragique, puisque la mort est mise en valeur. Ok, ça tient la route, mais on pourrait très bien utiliser la mort, ça n'a pas de prix. Vous voyez, c'est encore une vérité qui est donnée sur sur ce que c'est que la mort et l'existence en fait. Donc ça c'est intéressant d'aller là-dedans, d'aller le révéler. Elle a aussi travaillé sur un champ lexical un peu court, certes, mais il est là, de la mort, et donc qui nous renvoie à, à une mort négative, ce qui est bien. Et puis après, elle évoque aussi la notion de comique. Donc là, c'est ce qu'on utiliserait davantage peut-être pour le petit c de notre travail. Et elle dit que ces citations évoquent quelque chose de comique. Ça mérite d'être précisé, d'accord? Avant, je disais un oiseau, elle m'a parlé de vous, elle m'a parlé de vous un peu parfois, elle me disait rien sur vous. Alors, ça, ça mériterait d'être expliqué, parce qu'en fait, on a l'usage des adverbes qui viennent modérer le propos d'Hermine Lebel. Elle m'a parlé de vous, puis finalement, elle m'a parlé de vous un peu, parfois, et puis à la fin, on n'a rien. D'accord? Donc ça veut donc dire que Hermine Lebel dit quelque chose de très vrai, puis il se contredit. Donc c'est ce qui fait de lui un personnage comique. Hein. Donc dans ce relevé qu'a fait Lilou, bah, il faudrait préciser, exactement comme ce que je viens de faire, ce qu'il y a à dire dans les citations. Bien, alors quelque chose qui pourrait aller dans notre petit c, c'est cette exposition est donc une pièce qui prête à sourire et au rire, donc l'aspect comique. Donc, j'ai utilisé le travail de Lilou pour faire une transition. Vous avez vu un certain nombre de choses à juste titre. Par exemple, Matisse a relevé c'était pas la mer à voir. Oh, excusez-moi, encore une erreur de stylo. On utilise le registre comique parce que normalement l'expression c'était pas la mer à boire. Donc ça veut donc dire que notre notaire, qui devrait être quelqu'un qui devrait maîtriser quand même la langue, ne la maîtrise pas. Il y a des écarts de langage qui créent du comique. Parce qu'il y a un mauvais emploi, voire un barbarisme en fait, euh, sur, euh, sur son propre langage. Et du coup, faire des erreurs comme ça pour quelqu'un qui est aussi sérieux, ça crée le comique. Manon a évoqué le comique de répétition. Elle aurait pu aller plus loin en disant que on avait du comique de répétition ici. C'est fort juste. Avec le c'est sûr ou le oui bon, d'accord, qui marque des tics en fait chez le personnage. Et puis il renvoie une anecdote comique sur lui-même, alors qu'au départ on n'est pas censé croire que c'est un personnage ridicule. Donc il se ridiculise tout seul en évoquant des anecdotes embarrassantes sur son propos. Et donc ça crée un comique de situation. Alors même s'il le raconte, quand même, le personnage devient lui-même comique. Alors comique de situation, qui devient lui-même un comique de caractère. Elle a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Comique de mots, comique de caractère au début de la scène. Maëlys, elle nous propose la répétition de c'est sûr, d'accord, de oui bon. Donc, en fait, on retrouve la même chose, le vocabulaire du personnage et donc le comique de répétition crée le comique ici. Et puis il blague sur sa prononciation d'avant. Donc il nous renvoie une anecdote embarrassante. Effectivement, je trouve que c'est assez intéressant comme remarque de la part de Malice. Il parle de l'immobilier, pardon, en même temps qu'il parle d'amour. C'est-à-dire que il dit qu'il aime qu'il a aimé la mère de Jeanne et Simon, puis en même temps il vous parle de son changement de bureau et la chaleur qu'il peut y faire, du bruit, etc. Donc on a l'impression qu'il y a un personnage qui nous parle de choses complètement opposées
entre quelque chose de très sérieux qui peut être l'amour et poétique et puis la mort, à côté d'anecdotes très légères sur les oiseaux et puis aussi sur le fait qu'il est déménagé. Nathan a évoqué aussi le registre comique, il a aussi révélé les oiseaux, d'accord. Ça nous renvoie encore à une anecdote comique, hein, c'est la même idée. Angéline a dit la même chose sur la mer à boire, qui renvoie à la mer à voix. Évidemment, on assiste à un jeu de mots qui crée le comique, donc un comique de mots. C'est un personnage qui est aussi bourré de tics de langage, il répète beaucoup ce qu'il a à dire. Entrée, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, à 2 reprises. Donc effectivement, on a un comique de mots qui se situe dès le départ dans la scène. Et Léa nous dit la même chose, c'est-à-dire qu'elle nous dit que c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, et entrée, entrée, ça crée un aspect comique. C'est un comique de répétition. Donc vous n'avez pas manqué l'idée. Globalement, vous avez compris qu'il faut citer. Alors essayez de citer précisément. Quand vous citez une phrase, ça veut dire qu'il faut que vous alliez travailler vraiment précisément un ou deux éléments de la phrase, si possible avec un matériau linguistique, des connaissances linguistiques, et essayez de raccorder évidemment votre analyse à votre interprétation. Ici, le but est de raccorder au tragique ou au pathétique ou au comique. Cette interprétation, elles vont nous servir ensuite pour mettre en évidence les arguments de notre partie à venir. Avant que nous passions à la planification, ce que je souhaiterais que nous fassions, c'est qu'on regarde le travail d'autres camarades. Pour que vous progressiez sur certains éléments. J'ai déjà commencé à le montrer, mais le travail de Louison le révèle assez bien. Louison a relevé des choses intéressantes. Hein. Je ne vous raconte pas le mauvais temps que ça représente et elle détruit toutes ses promesses. Louison dit, comme le dit le notaire aux jumeaux, la mort entraîne la personne et tout ce qui va avec, promesse, rêve, amour. Cela crée une tension entre les personnes, c'est une descente aux enfers. Ouais. En fait, je suis d'accord avec ce qu'il veut dire, je suis d'accord avec son interprétation, mais à mon sens, il manque une analyse en fait de citation. Donc n'oubliez pas les différentes étapes, je cite, j'analyse, j'interprète. Maxime nous propose, elle disait, elle était comme ça me fait beaucoup de peine. De plus, à la fin de la scène, le notaire éclate en sanglots. Nous pouvons également retrouver le registre nostalgique. Alors là, ça me fait vous dire que il faut vous appuyer sur des connaissances précises et des connaissances exactes. Le registre nostalgique, je pense qu'il a voulu parler de registre pathétique, mais le registre nostalgique n'existe pas. Et si vous appuyez sur des connaissances qui sont erronées, du coup, vous créez des erreurs dans votre commentaire. Donc attention. Et pourtant, juste après, il dit quelque chose de fort intéressant, puisqu'il parle de l'imparfait et qu'il renverrait à la notion de regret. Elle était comme ça. Donc, justement, cet imparfait, j'en avais parlé pour le travail de Nolan. Donc, vous voyez que l'idée de Maxime est bonne, seulement il ne s'est pas appuyé sur la bonne connaissance et ça le met en porte-à-faux. Noémie propose, la mort ça ne se prévoit pas, la mort rend la pièce tragique, l'auteur le répète pour rendre la pièce tragique, mais en fait ce qui nous manque c'est l'analyse entre les deux, puisque en fait il faut montrer qu'il y a une répétition de mort et qui met en évidence le côté tragique de la pièce. Enfin Thibaut dit, il y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu'à condition d'être découvertes, et ça c'est une remarque qui est fort juste et qu'on va utiliser ailleurs, pas forcément dans les registres. Il nous dit Thibaut, cette citation fait référence à la vérité du viol qui est très difficile à avouer. En fait, tout simplement, c'est une exposition annonce la suite de la pièce. Elle porte en fait au creux d'elle-même les trouvailles que Jeanne et Simon vont faire.
Donc elle annonce la suite, comme souvent, comme le fait souvent une scène d'exposition. Donc vous voyez que il vous faut essayer de penser à l'analyse systématiquement, d'accord, et veiller à ne pas vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vos connaissances. Le travail de Thibaut nous fait progresser sur la suite du plan. Alors voilà, on passe à la page suivante. On va poursuivre le commentaire du coup. Je vais vous montrer ce qu'on aurait pu observer en utilisant deux postures de lecteur. C'est assez simple. Hein. D'abord la posture de lecteur cultivé. Vous m'appuyez sur ce qui fait une scène d'exposition, tout simplement. Je vais vous les rappeler d'ailleurs, ces éléments que je fais sur la scène d'exposition. Et puis en utilisant la posture de lecteur voyageur, celui qui s'interroge sur les personnages. Et vous avez déjà dû m'entendre dire qu'il y avait quelque chose à dire sur le personnage d'Hermine Lebel. Alors, en tant que lecteur ou cultivé, je sais qu'une scène d'exposition a plusieurs fonctions. Elle a une fonction informative. Elle a aussi une fonction attractive. Donc, on crée le suspense, on crée l'intérêt du lecteur. Et puis, elle peut être annonciatrice de la pièce. Souvent, le début d'une scène d'exposition, c'est le début d'une pièce, donc c'est comme une carte de visite de la pièce. Est-ce que cette pièce joue ce rôle? Il ne faut pas que je m'éternise parce que je vois que la capsule commence à durer assez longtemps et je ne veux pas vous ennuyer. Si on poursuivait sur cette deuxième partie, en réfléchissant au personnage d'Hermine Lebel, on pourrait voir que c'est un personnage qui est ambivalent, qui n'est pas si clair à comprendre. Pardon, j'écris trop très gros, donc il faut que je puisse écrire petit pour vous.
Donc c'est un personnage ambivalent. Alors je vais utiliser ça sur 2 cases, hein, parce qu'il est à la fois comique, et il tient aussi une place de personnage tragique. Ce que je vous avais évoqué tout à l'heure, avec il pourrait ressembler au devin Tirésias qui annonce des vérités à Oedipe dans Oedipe roi. Et puis en même temps, c'est un personnage ridicule, puisque c'est un personnage qui est capable de se contredire. C'est ce qu'il fait au sujet des jumeaux, hein, un peu. Votre mère me parlait de vous. Et puis finalement, on apprend qu'il n'a jamais su grand-chose sur les jumeaux, donc il se contredit. Et en plus, c'est quelqu'un qui évoque des choses totalement sérieuses et en même temps, ce qui s'oppose à des remarques complètement futiles. Donc on voit bien qu'on a un personnage qui est ambivalent. En plus, c'est un personnage qui a la fonction de notaire. Et on a l'impression que maîtrisant mal la langue, du coup, ça devient un notaire ridicule. Il a ça à cause de son défaut de langue. Voilà. Et puis il a l'air plus embêté, plus préoccupé par son emménagement que par le fait de recevoir les jumeaux aussi. Alors pour le devin Tirésias, je vais vous demander d'aller voir de l'autre côté, hein. Je vais travailler sur les vérités, et notamment le présent de vérité générale que vous avez déjà relevé, que l'on pourrait raccorder avec une fonction annonciatrice de la pièce. Parce que non seulement Hermile nous dit des choses intéressantes sur ce que c'est que la mort et l'existence, ok, mais il va aussi nous annoncer, cette Hermile, aussi ce qui s'est passé. En fait, il crée déjà les grands fils à tirer sur la vie la vie de Nawal, alors que ses enfants se préparent à enquêter sur elle. Donc on a le secret qui se trouve presque révélé dès le départ. Donc ça, c'est assez intéressant d'aller le voir et de recouper. Bien, alors pour organiser un commentaire, là c'est juste pour vous montrer comment on fait à nouveau. D'abord, on a une problématique. Je vous rappelle que la problématique que j'ai retenue, c'est celle-ci. En quoi Wajimawad propose une scène d'exposition originale. Je vais vous rappeler quelques éléments qui sont passés un petit peu à côté lors des derniers travaux que vous m'avez rendus. C'est normal, vous êtes en train d'apprendre. D'abord, il faut qu'il y ait un lien évident entre axe et problématique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la problématique et ces questions trouvent une réponse directe dans les axes. Donc maintenant, regardons ce que je vous propose. En quoi Wajdi Mawad propose une scène d'exposition originale. C'est une scène d'exposition qui remplit a priori ses fonctions. Donc c'est une scène d'exposition classique. Elle ne surprend pas, d'accord. Et puis après, mais c'est aussi une scène d'exposition qui donne à l'œuvre la sensation d'être inclassable dans son registre et qui désappointe le lecteur, d'où l'originalité. Donc vous voyez que mon grand 1 et mon grand 2 viennent expliquer, donner une réponse à la problématique. Ensuite, autre élément, les arguments sont des idées, non pas des analyses. Donc là, vous allez très vite le voir. Par exemple, si j'en regarde notre 2, que vous connaissez très bien, c'est une scène d'exposition qui désappointe parce que a priori ça parle de la mort et ça annonce le registre tragique. Assez logiquement, on a une scène d'exposition qui m'enlève des sentiments graves, fait naître la compassion du public, donc on est dans le registre pathétique. Mais ce qui désappointe le lecteur, c'est qu'on a une scène d'exposition qui force le sourire et donc le comique. Vous voyez bien que les arguments sont encore des idées générales. Je ne bascule pas dans l'analyse propre, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à aller repérer un champ lexical dans mon A ou dans mon B. Pour le moment, ça va arriver au moment des petites flèches ici que vous voyez là. D'accord ?
Des citations et des analyses diverses et linguistiques. Donc, je vous montre où j'en ai fait, par exemple. Euh, Par exemple, dans mon grand 1, j'ai montré qu'on avait une vraie scène d'exposition. Et notamment que c'était une scène d'exposition qui s'annonçait clairement, j'en ai pas encore parlé dans mon explication, parce qu'en fait, on a une double énonciation au théâtre, c'est-à-dire que la parole donnée sur scène s'adresse autant au personnage qui est sur scène mais aussi au spectateur. Et en fait, c'est une vraie scène d'exposition parce qu'elle fait entrer le spectateur sur scène. À qui dit-on entrer? On a un EZ ici qui nous indique un vouvoiement, mais qui est le vouvoiement? Est-ce que c'est les jumeaux ou est-ce que c'est aussi le spectateur? Bien sûr, c'est les deux en fait. Donc du coup, on a vraiment une scène d'exposition dans le sens où ça nous fait entrer dans l'histoire. Autre terme qui est assez intéressant aussi pour nous montrer qu'on est dans une scène d'exposition qui s'annonce, on a l'idée de passage. Si on prend ce terme-là de manière métaphorique, le passage, c'est aller d'un endroit A à un endroit B. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire passer de notre statut de spectateur à un statut de personnage, comme si on venait prendre la place de Jeanne et Simon? Et je comprends qu'on ne veuille pas entrer, je comprends qu'on ne veuille pas entrer dans la pièce aussi. Peut-être que le Mouawad est en train de nous nous pousser au défi. Hein. Vous, les spectateurs, est-ce que vous êtes capable de passer le cap de ce quatrième mur et de vouloir vous plonger dans l'illusion théâtrale? Donc c'est une invitation, voire même une provocation à aller écouter la pièce. Donc ça, grâce à l'impératif, qui est une forme d'ordre, mais un ordre dissimulé, la métaphore, et je comprends qu'on ne veuille pas entrer, qui est une provocation, on attise notre intérêt. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure. Hein. Un lieu, un temps, une action définie. On a l'annonce du lieu, une description précise, etc. etc. Des personnages identifiables mais ambigus. Donc on a su observer les personnages, hein, comme tout à l'heure, ce qu'on avait remarqué. Jeanne et Simon, mais ils sont muets. On sait qu'il y a des jumeaux. Hermine Lebel qui parle beaucoup. Et puis on se pose la question, est-ce que c'est un personnage comique ou un personnage tragique? Vous voyez que il y a quelque chose d'intéressant dans la fin de mon C, c'est que je suis déjà en train de faire la bascule avec le numéro 2, puisque je suis en train de faire émerger qu'en fait, certes, on a des personnages identifiables, mais ils ne se disent pas, soit ils ne se disent pas, parce qu'ils sont muets, soit ils sont dans l'ambiguïté, parce qu'ils sont comiques ou tragiques. Et tac, ça m'amène ensuite vers mon 2. D'accord? Je ne vais pas développer davantage sur les citations et analyses diverses. Et vous voyez que j'ai une fin d'axe qui va permettre d'ouvrir vers l'axe 2 avec Hermine Lebel notamment. Le plan mérite encore d'être développé. Hein. Il manque encore des choses, mais je voulais vous donner une idée de la structure générale du plan que cette scène d'exposition aurait pu donner. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a permis de réviser toutes les étapes successives pour pouvoir, commenter le texte précisément, 2, organiser une réflexion sous la forme d'un plan. J'invite ceux qui n'ont pas pris le temps d'aller travailler sur votre compréhension globale de l'œuvre, particulièrement sur la partie 1 et sur la partie 2, à aller faire le test sur Pronote. Soit vous avez le lien dans votre cahier de texte, soit vous avez le lien dans vos devoirs. Je vous dis à jeudi ou à vendredi si c'est les secondes 2 qui m'écoutent. Donc, il vous faut ce texte-ci, d'accord? Moi, j'ai pris la liberté de numéroter les lignes. Si vous voulez, vous pouvez le faire. J'ai commencé à partir de Hermine Lebel. Je n'ai pas pris en compte ni le titre de la partie, ni le 1 notaire, ni jour, été, bureau de notaire, pour plus de simplicité. Donc vous pouvez arrêter la capsule si vous le souhaitez et noter vos lignes si ça vous semble plus facile de me suivre ensuite. Alors, pour reprendre à l'endroit où on s'est arrêté, j'aimerais bien vous faire un certain nombre d'éléments qui ont été vus par vos camarades, notamment votre suivi avec
le hibou qui va se répéter. Regardez, vous allez hop, j'ai un truc qui s'observe à nouveau. Le hibou, on a déjà vu tout à l'heure. Donc tout ce qu'on vient de souligner à l'instant révèle les coniques, notamment les coniques de mots, mis en évidence par des types de langage ou des défauts de langage de la part de Hermine. Ensuite, on pourrait aller chercher d'autres éléments qui renvoient aux coniques, notamment dans le conique de situation. Effectivement, dans le passage que j'ai encadré, Hermine évoque une anecdote, c'est votre mère qui m'a appris ce que ça veut dire un oiseau et pas un oiseau. Et juste après, il évoque la mort de la mère, donc qui montre qu'il y a un décalage, une forme de conique de situation dans le personnage, dans l'évocation des vécus de la part d'Hermine Lebel. Donc on peut se noter ici, on va faire un conique de situation. Et ou un conique de caractère, puisque Hermine mélange le sérieux du léger. C'est un personnage qui est relativement burlesque de ce fait. Dans le même sens, on peut opposer l'emménagement de Hermine avec le fait qu'il soit en train de recevoir Jeanne et Simon pour le décès de leur mère. Donc il emménage plusieurs fois, il évoque les lieux régulièrement, il évoque les heures de soir. Et en même temps, il évoque la mort de Nawal, qui sont deux sujets complètement opposés. Un sujet qui est complètement matériel, alors que l'autre est totalement sérieux. Voilà. Enfin, vous avez relevé aussi les détournements du langage à juste titre. Et donc, il semblerait intéressant, toujours en vert avec une forme de repérage, de les souligner. Et donc, dans le style, je vous invite à signer des petites lettres, c'était pas la mer à voir, ou encore, je vous dis ça comme ça, de long en large, au lieu de but en blanc. Bon, ce sont des expressions détournées. Donc là, hop, on peut faire le structurage. Conique de mots. Mais c'est aussi un conique de caractère. Ça dit beaucoup de choses du personnage d'Hermine Lebel. Donc on a carrément des erreurs sur les expressions de la langue française. Ce qui peut être assez surprenant pour un personnage qui est notaire, qui est censé maîtriser la langue accessoirement. Voilà les repérages qu'on peut faire, au moins sur le registre comique. On pourrait poursuivre avec le registre tragique, mais je ne vais pas aller au-delà. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à d'autres axes. Je vais en développer plusieurs. Je vais vous montrer comment je développe. Je ferai un aller-retour entre le texte et les axes. Donc pour la fonction informatique, avec le
Donc voilà, en rouge, on peut mettre en évidence les vérités données par Hermile, qui a fait de lui un Tirésias. Par Hermile, ce qui fait de lui un Tirésias, par exemple. Bon, je vais pas aller plus loin parce que ça me prend beaucoup de temps et je voudrais pas que la capsule soit trop longue, mais vous voyez comment on peut petit à petit tisser le sens du texte. Juste sur ta dernière remarque, on relèverait évidemment le présent qui est un présent de vérité générale, signe que le personnage est en train de nous dire une vérité.